plan d'action où 90% finalement de ce qu'on va faire sera basé sur de la compensation. Aujourd'hui, ce concept-là est très challengé. Il est extrêmement critiqué par beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations spécialisées. Donc, attention, warning, souvent c'est le réflexe un peu naturel, c'est de dire, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas réduire, notamment sur le scope 3, on va compenser et on va faire pousser des arbres. Ça, ces choses-là, très vite, on en arrive un petit peu à la limite. Donc, il faut un petit peu se remettre en question. Mais en tout cas, en termes de communication, ne pas fonder tous ces messages sur ça, quand bien même, encore une fois, il puisse y avoir des actions concrètes et réelles. Et c'est tout à fait possible, soit de faire de plantation d'arbres, soit de captation, choses comme ça. Enfin, la dernière notion importante à maîtriser, c'est l'idée de neutralité carbone. Donc là, pareil, je me place d'un point de vue de communicant et de message. Encore une fois, faire attention à cette notion de neutralité carbone. Aujourd'hui, donc on a cette feuille de route qui est dessinée en fait à l'échelle internationale. On a à l'échelle nationale une stratégie nationale bas carbone qui dessine en fait. Donc ça, vous pouvez regarder, hein, c'est très accessible sur Internet. La stratégie nationale bas carbone qui décide un peu les scénarios qui vont nous permettre, à l'échelle française, de permettre de compenser nos émissions, de réduire nos émissions et d'atteindre les objectifs de 1,5 degré, plutôt en fait 2 degrés, à l'échelle de 2030-2050. Donc tout ça est considéré à l'échelle internationale. Aujourd'hui, pour une entreprise prétendre qu'elle atteint la neutralité carbone, en fait, est une notion très abusive et encore une fois extrêmement critiquée par beaucoup d'entreprises. La neutralité carbone, elle se joue à minimum au niveau d'un pays et plus sûrement en fait à l'échelle internationale. Donc, se revendiquer d'une neutralité carbone est une facilité en fait qui est utilisée par beaucoup d'entreprises en termes de langage, de discours, sur lequel je ne peux que vous inciter à utiliser avec beaucoup de précautions, car c'est encore une fois des notions qui sont encore souvent mal connues, mais on y reviendra. Les journalistes, les journalistes et les médias ont tendance à se former un peu sur ces sujets-là et à comprendre un peu ces problématiques-là, et vous risquez d'être assez vite challengé. Mais on le verra, il y a des entreprises qui l'utilisent. À mon sens, c'est une notion qu'il faut utiliser avec beaucoup de précautions, car le consensus scientifique montre que ça ne se joue pas à l'échelle d'une entreprise ou de 10 entreprises, mais vraiment à une échelle beaucoup plus grande pour se permettre de parler de neutralité carbone. Donc voilà un peu les notions sur lesquelles il faut avoir quelques repères pour pouvoir commencer à travailler son discours autour d'un bilan carbone et autour surtout des actions qu'on va mener autour et suite à son bilan carbone que vous avez pu réaliser avec un acteur tiers. Donc effectivement, j'ai entendu parler de Samy. Il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'acteurs se sont positionnés sur ce marché au cours des 2-3 dernières années. Je peux que vous inciter. C'est un petit peu comme sur la compensation. Vous avez plusieurs plateformes, plusieurs services qui se sont développés, plus ou moins compétentes, plus ou moins sérieuses. Il faut vraiment faire un travail de due diligence pour avoir un bilan carbone qui tienne la route et qui ne soit pas attaquable, quitte à mettre peut-être des fois un petit peu plus d'argent, parce que le marché est tellement très concurrentiel. Les prix ont été tirés vers le bas, mais un bilan carbone minimum, ça nécessite au moins un mois de travail et 4, 5, 6 000 euros minimum, même pour une petite entreprise, pour arriver à en tirer des choses concrètes et encore une fois à réfléchir à l'échelle de ces 3 scopes. Dimitri, moi j'avais une question par rapport à ce que tu as dit juste avant. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça veut dire du coup que de la même manière que certaines entreprises ont un onglet, par exemple l'ESG sur leur site internet, il devrait y avoir un référentiel finalement de ce à quoi on fait référence quand on parle d'engagement ESG au sein des différents moyens de communication de l'entreprise ? Oui, complètement. Il y a pas mal d'entreprises, par exemple, qui font ce travail-là, un petit peu de pédagogie auprès de leurs collaborateurs, pour leur expliquer. Et c'est d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse, mais communiquer d'abord auprès de vos collaborateurs. Commencez par la base. Les salariés, les collaborateurs d'entreprise sont de plus en plus sensibilisés en tant que citoyens, comme vous, comme moi,
à ces problématiques-là, même si on n'y comprend pas toujours grand-chose. On a envie que son entreprise agisse. Donc, équipez vos collaborateurs sur ce que fait l'entreprise et avec ses bonnes notions. Donc, faire des petits abécédaires, faire un mini dictionnaire de ces notions-là, faire des petites conférences. Par exemple, il y a une très bonne formation en ligne qui a été produite par l'ONU, qui est gratuite, qui se fait en gros en l'espace de 3-4 heures, que vous pouvez faire en ligne avec un système de MOOC, qui vous donne toutes les notions clés à maîtriser et que vous pouvez partager auprès de vos collaborateurs. Faites monter en compétence vos collaborateurs et effectivement, ça nécessite de prendre chaque terme et de l'expliquer. Voilà. Et d'être très transparent par rapport à ça. Encore une fois, le seuil de tolérance par rapport au bullshit autour de ces notions-là est en train de baisser fortement. Et ce qui pouvait être dit encore il y a quelques mois, même quelques années, aujourd'hui ne sera plus toléré. Merci. Quel est le nom de la formation dont tu parlais ? Je vous l'enverrai par lien. C'est une formation qui est délivrée par l'ONU et qui reprend vraiment l'ensemble du scope. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus. C'est très intéressant de voir à quel point en fait les choses sont interconnectées. Aujourd'hui, et la preuve en est, c'est qu'on est réunis ce matin autour d'une visio pour parler du carbone. Tout est interconnecté et c'est l'intérêt aussi des ODD. Je dis souvent, comme pour illustrer, en fait, si on veut capter du carbone, il vaut mieux protéger les baleines que les arbres. En fait, les baleines, donc la biodiversité, est un acteur essentiel dans la captation d'émissions de CO2. Donc, si vous massacrez des baleines, en fait, vous perturbez complètement le climat. En vrai, les choses sont complètement interconnectées. C'est vrai que la question du CO2, en fait, est finalement un peu plus... correspond aussi à un état d'esprit très occidental, très cartésien, parce que c'est mesurable, c'est chiffrable, c'est quantifiable. Et du coup, c'est plus rassurant. La biodiversité, c'est plus difficile, en fait. Mais encore une fois, les choses sont complètement interconnectées et il faut vraiment, vraiment essayer d'avoir cette vision globale, ce qui amène à finalement plus de complexité, ce qui est un peu l'inverse de la communication traditionnellement, qui a pour but de simplifier les choses, de rendre un message unique. C'est vrai qu'on est un petit peu obligé de se challenger par rapport à ça et donc de voir dans quelle manière les choses sont hyper interconnectées. Donc voilà un petit peu... je dirais qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses en fait à maîtriser. C'est une bonne nouvelle déjà. On a déjà à peu près fait le tour, ou en tout cas, ça donne des premiers concepts. Ensuite, après, effectivement, il faut se poser la question de comment moi, en tant que marque, en tant qu'entreprise, il faut que j'arrive à intégrer ce discours sur le carbone, sur mon bilan et mes actions surtout, dans mon discours d'entreprise. Encore une fois, tout l'enjeu, et c'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai finalement si on y réfléchit à un niveau plus global, au niveau national ou même au niveau mondial, c'est comment on arrive à rendre finalement ce sujet attractif, intéressant pour que les gens puissent s'en emparer, à commencer par les collaborateurs, mais évidemment les clients, et y trouver du sens, plutôt que d'être dans une forme de déni ou de rejet face à une catastrophe annoncée que personne ne maîtrise. Comment on ramène du sens ? On a besoin de sens, on a besoin d'histoire pour essayer de comprendre ces choses qui sont quand même assez techniques. Donc là, je vais vous donner quelques exemples, des bons, des mauvais. Je peux même préciser qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... on n'est pas là à faire des procès, on observe et on commente, mais on n'est pas du tout... donc si certaines marques, vous les connaissez, vous avez travaillé chez eux, donc no offense, c'est simplement pour illustrer un petit peu mon propos. Donc en termes d'exemple, je vais vous donner celui de Back Market. J'imagine que tout le monde autour de la table connaît au moins de loin Back Market, sur du recyclage, de la réutilisation de produits informatiques. Donc il y a un coût environnemental énorme. Lorsque vous achetez un iPhone, en fait, 90% des émissions de carbone, c'est sur sa production. Donc c'est juste colossal. Et quand on dit que le numérique, en fait, c'est du virtuel, ça ne produit pas d'émissions, il n'y a rien de plus faux.
Le numérique, en fait, est aujourd'hui un des secteurs les plus en croissance en termes d'émissions de carbone, et ça ne va pas malheureusement s'arrêter. En fait, il faut bien avoir conscience que tout ce qu'on utilise, là, ce qu'on fait aujourd'hui, tout ça est producteur d'émissions de carbone, et il faut essayer de le réduire au maximum. Donc, Back Market fait un super boulot, c'est une super marque, hein, en termes de marketing, qui sont très, très bons, et ils se sont posé la question de comment on intègre finalement dans notre discours de marque habituel, qui est un discours souvent un petit peu très connivant, un petit peu, il utilise souvent un peu d'humour, en tout cas très interpellant dans les affiches, dans sa publicité. Comment on intègre ça? Donc, je vous donne juste ce petit exemple. Est-ce que vous entendez? Chef du restaurant Goguette de l'11e arrondissement. Rassurez-vous, bien sur les vidéos Back Market. Vous savez, Back Market vend du produit reconditionné, donc avec un impact sur l'écologie forcément inférieur à la vente des produits neufs. Mais en faisant ça, ils produisent forcément du CO2, comme par exemple pendant la livraison ou avec l'électricité produite dans leur bureau. Pour comprendre leur impact, alors, ils ont fait un bilan de carbone. Ces bilans de carbone servent pour mesurer combien de CO2 a été produit par leur activité, et ils ont mis en place une stratégie pour essayer de réduire ça. Gros projet. Donc, venez me voir avec une idée en tête et partager ces bilan de carbone au grand public. Et présenter aussi leur stratégie responsable qui résume une phrase qui est faire une omelette casser d'œufs, ou en tout cas le moins possible. On commence donc notre recette. On prend une poêle qui n'accroche pas, on la met sur le feu, on allume tout doucement. Ensuite, on prend un peu de beurre, on coupe un petit morceau, on met le beurre dans la poêle, on le fait fondre tout doucement. Pendant que le beurre fond, je peux vous donner le résultat du bilan de carbone de Back Market. En 2019, entre l'envoi et l'utilisation de leurs produits, en passant par le bureau pour les saler, ils ont émis 52 660 tonnes de CO2. D'ailleurs, Back Market a identifié ces deux plus grandes sources d'émissions de CO2. La première, 1808 tonnes de CO2 générées par l'activité du site et leurs équipes. La deuxième, 50 751 tonnes liées aux produits, leur reconditionnement et leur utilisation. On va donc assaisonner nos œufs avec une petite pincée de sel, quelques tours de moulin à poivre, et on va tout mélanger à l'aide d'un fouet. Voilà. Et ensuite, on va verser notre préparation dans une poêle assez chaude. Et donc, grâce à ce bilan de carbone, Back Market va mettre en place un plan d'action pour essayer de réduire leur impact sur l'environnement. Quels partenaires choisir, comment changer leur méthode de travail et comment rendre leur activité quotidienne plus durable. Il se passe déjà pas mal de choses chez Back Market, mais ils ont quand même voulu passer à la vitesse supérieure et trouver des nouveaux objectifs répartis en 3 catégories, comme le bureau, le site et le marketing et leurs partenaires. L'omelette est bientôt cuite, et si vous voulez savoir plus, Back Market a mis en ligne ses stratégies et ses objectifs sur un Trello consultable pour tout le monde. L'omelette est cuite, je vais donc la débarrasser sur une assiette. Voilà, je vais ajouter. Voilà. Donc, c'est malin, c'est habile, c'est une façon un peu détournée de parler d'un sujet très sérieux avec un tiers en fait qui va prendre la parole pour la marque. C'est un exemple. On va pas tous faire des recettes de cuisine quand on parle de bilan carbone, mais l'astuce est intéressante et ça montre qu'on n'est pas obligé d'être chiant et juste de faire un post LinkedIn avec les chiffres principaux autour de ça. Et en plus, ça n'a pas dû coûter très cher. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il ne se limite pas, comme il l'explique. Pardon. Hop, voilà. Et donc, comme il explique, ils se sont livrés un vrai exercice de transparence via un Trello. Bon, on peut contester, on peut challenger l'utilisation de Trello pour ça. Ça peut être cross-automation, mais ça, c'est un autre débat. En l'occurrence, on a beaucoup d'informations sur ce qu'ils ont mesuré, comment ils l'ont mesuré, sur une méthodologie et sur ce qu'ils tiennent à faire. Donc, c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment les deux piliers qui sont à la fois du narratif, c'est-à-dire comment je ramène un peu d'intérêt sur un sujet qui est quand même un peu aride, et en même temps la transparence, comment j'arrive à donner accès au maximum à ces informations de façon la plus transparente possible, en racontant le plus de choses possible. J'imagine, je travaille pas pour eux, que tout n'a pas été raconté, mais en tout cas, on peut saluer l'effort de transparence et d'explication et de pédagogie. Je pense notamment d'abord auprès des collaborateurs. Je vous donne un deuxième exemple qui est hyper intéressant, que je connais un peu, c'est le marché des trottinettes. Donc, je ne sais pas, vous êtes sans doute de temps en temps utilisateur de trottinettes.
les acteurs de la trottinette en free floating, en fait, ils ont deux enjeux, c'est la sécurité et l'environnement. Sur l'environnement, ils se tirent la bourre, donc c'est assez intéressant parce que je vous ai mis cet exemple-là parce qu'on voit qu'il y a des effets de marché en fait très forts avec des concurrents qui se ressemblent. En gros, ils disent tous la même chose, à peu près, et ils font à peu près tous pareil. Et donc, en fait, il y a une sorte de surenchère. Donc, c'est très, c'est très compliqué pour se positionner, pour se différencier. Donc, moi, je connais plus particulièrement Dot et le travail qui est fait par Dot, qui, d'après ce qu'on a, nous, analysé, en fait, est sans doute le mieux disant sur le marché, mais qui n'arrive pas à résoudre sa problématique de communication parce qu'il n'arrive pas à, justement, aller jusqu'au bout de l'effet de transparence. Donc, il se retrouve, en fait, un petit peu largué, notamment auprès d'une cible institutionnelle, d'élus locaux, de maires adjoints qui sont un peu leurs acheteurs, hein, leurs clients, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas vraiment à expliquer jusqu'au bout ce qu'ils font. Alors, pour une raison simple, déjà, c'est que en fait, les batteries qui sont utilisées, en fait, personne ne sait exactement comment c'est fabriqué et personne ne sait quoi en faire. Voilà, donc, il y a une énorme inconnue là-dessus. Eux, ils sont un petit peu plus avancés. Surtout, en fait, ils sont en train de le faire, de réintroduire la production de ces batteries en Europe et notamment au Portugal. Mais il y a pas mal de questions là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont été un peu pris de vitesse par d'autres acteurs qui ont eu assez peu de pudeur finalement sur le calcul de leur empreinte carbone et sur ce qu'ils disent. Donc en gros, ils calculent ça par rapport à un nombre de kilomètres parcourus par les utilisateurs. Et évidemment, lorsque vous regardez Voy ou même TIR, ils sont bien en dessous de ce que fait DOT, mais parce qu'ils n'intègrent pas le scope 3. Voilà. Donc on arrive toujours à cette ambiguïté de dire, regardez, je suis transparent, regardez tous les efforts que je fais, mais en fait, avec un calcul biaisé. D'où l'importance, encore une fois, de bien mettre en avant la méthodologie qui a été utilisée. Si tout le scope 3 n'est pas intégré, c'est pas grave. On n'est pas, encore une fois, on est sur une matière en progression. C'est pas gênant, mais en revanche, dites-le, expliquez pourquoi et ce que vous allez mettre en œuvre pour essayer d'intégrer ce fameux scope 3 qui est encore une fois aujourd'hui l'enjeu principal pour beaucoup de marques. Pour terminer sur les exemples, je vous donne cet exemple-là qui est celui de Velux. Je ne vais pas vous passer la vidéo parce qu'on a déjà un petit peu de temps avancé, mais Velux c'est intéressant parce qu'en fait c'est une marque danoise qui est quand même très bien installée. C'est une marque qui s'est créée dans les années 40. Et en fait, ils ont beaucoup communiqué justement sur leur neutralité carbone, sur leur volonté d'être neutre en carbone. Donc, encore une fois, je souligne à quel point cette notion est extrêmement périlleuse. Là, c'en est un bon exemple. Parce qu'en fait, si on fait le calcul au réel, on est très, très, très loin en fait, d'avoir une neutralité carbone. Donc, ils sont neutres carbone sur le scope 1 et scope 2, comme fois. En fait, ils ont une communication alors, qui est plutôt bien faite. En termes de narratif, ils ont intégré pas mal de choses. Je vous invite à voir ce qu'ils ont fait sur leur site internet. C'est plutôt assez détaillé. Mais évidemment, il y a un énorme biais sur lequel ils sont pas très à l'aise, qui est ce calcul de scope, et sur lequel ils se sont fait attraper, puisque même aujourd'hui, en fait, ça devient un peu une référence en termes de greenwashing, et donc ça poursuit un petit peu le discours RSE de la marque, et ils ont du mal à s'en défaire, parce qu'ils ont été assez vite rattrapés par la patrouille, et par notamment des ONG qui surveillent un peu le discours des entreprises. Donc voilà pour cet exemple-là. Et un autre exemple que je trouve intéressant, c'est Brewdog, donc fabricant et distributeur de bière, vous connaissez peut-être, qui est anglais à l'origine. Alors eux, c'est très intéressant parce qu'à plusieurs titres, ils ont pris vraiment cette question du carbone très au sérieux au sein de la boîte. Ils ont fait beaucoup de choses, je vous laisserai regarder la vidéo, encore une fois, elle est assez illustrative. Et surtout, ils ont vraiment, c'est une marque assez disruptive sur le marché de la bière. Ils ont beaucoup axé sur la création d'usines locales, de relocalisation en fait par rapport au marché, et ils ont surtout un ton et un style un petit peu comme Back Market, très original, très pop, et en fait ils ont pas du tout différencié leur communication marketing de cette communication carbone, et ils ont complètement fusionné les deux. Donc pour moi c'est un des meilleurs benchmarks, avec un bémol,
C'est que ils sont très bons là-dessus. Malheureusement, ils ont été attaqués dans la presse et notamment dans le Guardian il y a très récemment sur le management, le style de management. Donc, vous trouverez sans doute des articles un peu négatifs sur Bulldog récents parce qu'en fait, des lanceurs d'alerte internes ont montré qu'il y avait une sorte de management de la terreur en interne. Donc, c'est évidemment, encore une fois, c'est super d'avoir une bonne communication sur le carbone. Si par ailleurs, à côté, sur d'autres choses, sur d'autres sujets, vous faites n'importe quoi, c'est sûr que ça ruinera un peu les efforts. Mais en attendant, même malgré ce bémol, je trouve qu'en termes de benchmark, pour des marques très grandes consto, c'est extrêmement intéressant. Voilà, et puis après, je vous ai mis des exemples de greenwashing, ou en tout cas de ce qu'on pourrait estimer comme du greenwashing. Donc, pour Sanex, c'est assez facile à deviner. Sur EasyJet, vous avez peut-être vu cette campagne print ces dernières semaines. C'est pareil, on est sur des engagements très lointains et sur une mythologie que la technologie va résoudre tous les problèmes, parce que voilà, ils se projettent à l'échelle de 20 ans. Donc voilà, ce sont des exemples de communication où on voit qu'il n'y a pas eu vraiment de travail de rédaction qui a été fait. Ça a été fait trop vite pour essayer peut-être, je ne sais pas, d'accrocher l'air du temps. Et on voit que le travail n'a pas été bien fait sur la rédaction et sur la façon dont a été conçu ces publicités. C'était plus subtil sur EasyJet, sur Sanex. Je n'ai pas besoin de commenter, ça a été évidemment retoqué par la RPP. Alors, pour finir ma présentation et pour laisser... Excuse-moi, juste une micro-question sur Sanex. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas le dossier. Juste, tu peux en 30 secondes dire. En fait, quand tu regardes le visuel, tu vois, libérons la planète des émissions de CO2, donc avec effectivement ce nuage. En fait, pourquoi ils justifient ça? C'est juste parce qu'en fait, ils ont fait un flacon plus petit. D'accord. En fait, ça a été retoqué par la RPP parce que en fait, le message aussi simple que ça, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est très trompeur, et effectivement, c'est disproportionné. En fait, les effets présentés sont disproportionnés par rapport à la réalité du produit. Donc quelques outils et quelques douzaines. Donc, la première chose, encore une fois, j'insiste là-dessus, on est sur une matière qui évolue énormément, c'est de se former en tant que communicant, former ses équipes, former le marketing. Souvent, le marketing est un petit peu rétif à ces problématiques-là. Il y a aujourd'hui des notions de marketing éco-responsable qui sont en train de se développer, des espèces pas de normes, mais de règles qui sont en train de s'imposer petit à petit sur le marché, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le site web, etc. Donc, on peut aujourd'hui aussi agir au niveau du marketing, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut se former. Et pour les communicants, pour être crédibles et solides sur ces aspects RSE à large, on va dire, sujet d'engagement, c'est absolument primordial. Et on a un très bel exemple avec Antoine, qui était du côté communicant et qui aujourd'hui va s'occuper de ces sujets-là de façon vraiment dans le dur. Deuxième sujet, j'en ai déjà parlé, effectivement, le carbone, c'est évidemment extrêmement important. Aujourd'hui, on travaille au sein de mon agence pour l'UNICEF, sur toute leur stratégie B2B, donc pour aller chercher de l'argent auprès de grands donateurs. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que vraiment les entreprises sont obsédées, littéralement obsédées par cette question du carbone. Ils ne veulent que ça parce que c'est aujourd'hui ce qui est visible et attendu par les politiques comme par la presse. Donc attention, encore une fois, oui, évidemment, le carbone est importantissime, il n'y a pas besoin d'insister là-dessus, mais il y a d'autres sujets, regardez les ODD, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut avoir des moyens d'action et qui peuvent aussi correspondre évidemment à des sujets assez importants. Et encore une fois, tout est interconnecté. La question de la compensation, j'en ai parlé. Il y a un point, moi, qui me tient à cœur, c'est que en fait, la communication et la publicité, historiquement, c'est pour parler de perfection, c'est pour parler de désir, c'est pour parler de choses, de monde idéalisé. Et en fait, je pense que ça, c'est vraiment fini. Aujourd'hui, la confiance, que ce soit en B2B ou en B2C, la confiance que aujourd'hui les clients peuvent accorder à une marque, elle va tenir sur sa capacité à être transparente, à être honnête, à savoir raconter, à continuer à raconter des histoires.
mais à raconter des histoires qui se basent sur du réel et de façon beaucoup plus éthique. Donc aujourd'hui, de toute façon, tout se sait grâce à Internet et les communications, et je reprends l'exemple de Velux, si vous ne faites pas les choses bien, vous êtes assez vite rattrapé par la patrouille. Moi, il y a un autre sujet qui me frappe beaucoup en France, c'est moins vrai dans les pays anglo-saxons. Par exemple, si vous prenez BrewDog, l'exemple que j'ai donné, c'est très porté par les fondateurs et par les CEO. C'est souvent un sujet un peu désincarné, le carbone. Je trouve ça extrêmement dommage. En fait, c'est un sujet suffisamment sérieux et complexe pour que les patrons d'entreprise s'en emparent. Évidemment, ça nécessite qu'ils soient bien préparés, qu'ils maîtrisent ces sujets-là, aussi complexe soit-il. Mais je pense que, en fait, c'est un sujet qui doit être porté par les patrons, par les fondateurs, qui est structurant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la presse. Voilà un petit peu pour ma partie. On vous a donné quelques outils. Je rajouterai la formation ONU dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur la question du greenwashing, qui est un sujet hyper complexe et qui va prendre de plus en plus d'importance parce qu'encore une fois, le seuil de tolérance va baisser. On a fait au sein de l'agence un manuel anti-greenwashing que vous pouvez retrouver là. Sinon, il y a l'expert Mathieu Janich qui est très très bien. Et récemment, cette semaine même, la RPP a remis à jour toutes ses préconisations pour expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, encore une fois, on a les outils. Après, il faut encore une fois se challenger sur chaque communication et essayer de se poser la question de est-ce qu'on est suffisamment transparent, est-ce qu'on a bien expliqué, est-ce qu'on utilise les bons mots pour arriver à avoir une communication la plus pertinente possible. Voilà, je laisse la parole à Antoine pour nous parler de son expérience Shine. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation du coup, qui était vraiment top. J'ai appris 2-3 trucs, c'était hyper intéressant. Bonjour tout le monde. Donc, comme je disais en intro, moi c'est Antoine. J'ai rejoint Shine il y a 2 ans et demi maintenant. Donc à l'époque, j'ai rejoint Shine comme responsable de la communication. Et aujourd'hui, j'ai un peu shifté et je m'occupe à 100% de la transition écologique chez Shine. Pour vous resituer quand même rapidement, pour mettre un peu de contexte, Shine, donc c'est une néobanque, on pourrait dire ça, c'est un compte pro en ligne qui a été créé il y a 4 ans, qui a été lancé il y a 4 ans. On a été racheté par la Société Générale il y a maintenant un peu plus d'1 an. C'est 130 personnes et 100 000 clients. Je vous dis ça pas pour faire la page de pub, mais parce que ça va être important pour comprendre un peu l'enjeu de la chose et comment on a structuré tout ça. Du coup, nous, en fait, quand Nico et Raph, les 2 cofondateurs, ont lancé Shine, ils avaient comme idée de faire une boîte qui soit à peu près propre. Ils voulaient faire quelque chose de propre. Et ça rejoint ce que disait d'ailleurs Dimitri tout à l'heure, c'est que c'est un sujet qui a été porté par la direction en fait dès la création. Pour la petite anecdote, Nicolas est un grand fan de Patagonia, d'Yvon Chouinard, donc une boîte assez exemplaire sur ces sujets-là. Et donc l'idée c'était de créer une banque en ligne, mais qui soit respectueuse de la planète et de la société d'ailleurs. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est quand même un gros sujet. Donc on avait mis en place dès le début plein de petites actions, ce qu'on appelle les petits gestes, pour essayer de diminuer notre empreinte, notre impact. L'exemple qu'on donne toujours, c'est que par exemple on a fait mis des Tupperware à disposition des employés parce que nos bureaux sont en plein centre de Paris. Donc on a mis des Tupperware à disposition pour nos employés pour permettre à chacun de diminuer un peu les déchets générés quand on va chercher à manger le midi. Et on se posait un peu des questions et un jour on s'est posé une question particulière. On s'est dit est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire une carte bleue en métal, parce que c'était la grande mode à ce moment-là. C'était le grand moment où à peu près toutes les néobanques et toutes les banques commençaient à sortir un compte premium avec une carte en métal. Et donc on s'est dit ça serait intéressant de savoir en fait pour faire un choix, ça serait intéressant de savoir laquelle des 2 cartes pollue le plus. Est-ce qu'il vaut mieux une carte en plastique avec tous ses défauts, ou est-ce qu'il vaut mieux une carte en métal qui a priori semble moins polluer mais qui a d'autres défauts?
Et en fait, assez rapidement, quand on a réfléchi 2 minutes sur le sujet, on s'est rendu compte qu'on ne partait pas du tout dans la bonne direction et qu'en fait, la question de la carte bancaire avait à peu près aucun intérêt parce que c'est une toute petite partie de notre empreinte. Parce que la carte, c'est un petit objet comme ça qui fait 10 cm, enfin, 10 cm sur 5, que tu gardes pendant à peu près 3 ans à peu près. Et donc, en fait, on s'est très vite rendu compte que c'est pas là-dessus que ça allait se jouer. Et je vous raconte tout ça parce que ça nous a mené du coup au sujet du jour, c'est qu'on s'est dit, en réalité, si on veut avoir un vrai impact, si on veut faire les choses proprement, et ben la solution, c'est de faire un bilan carbone parce qu'on va mesurer concrètement la totalité de l'empreinte de Shine. Ce qui aura un avantage, c'est que on aura le chiffre, on saura si on émet 1 tonne, 100 tonnes, 1000 tonnes, 1 million de tonnes. Et on aura surtout la répartition de cette empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on saura est-ce que ça vient de la carte, alors spoiler alert, ça ne venait pas de la carte, est-ce que ça vient de nos serveurs, est-ce que ça vient de nos déplacements, enfin bref, on saura précisément d'où ça vient. Et en sachant ça, on pourra du coup précisément, efficacement plutôt réduire l'empreinte. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé en 2019, 2018, pardon, 2019, ok, je vais y arriver. On a fait notre premier bilan carbone. Donc, à l'époque, on était une trentaine d'employés. Et on avait 1 an, enfin bref, notre deuxième année d'activité, quoi. Et chez Shine, on a une bonne culture de la transparence. Et donc, on s'est dit très rapidement, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce bilan, on va le partager. Enfin, déjà, on va le faire annuellement parce que l'intérêt, c'est aussi de le faire une fois pour savoir où on est, mais de le faire régulièrement pour voir comment ça évolue. Et c'est d'autant plus intéressant pour des startups qu'a priori, on est tous tout en hyper croissance. Et donc, on voulait aussi s'assurer que quand Shine grossit, nos émissions grossissent, enfin, si possible, ne grossissent pas, et sinon, à minima, grossissent un peu moins. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on voulait aussi le partager avec nos clients. Et parce qu'on s'est dit, en fait, quand tu es client d'un service ou quand tu achètes un produit, tu as quand même envie de savoir l'impact carbone de cet achat, de cet usage. Donc, on trouvait ça normal de partager ça avec nos clients. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à communiquer sur le sujet. Pardon, j'ai oublié aussi un autre point, c'est qu'on voulait aussi communiquer communiquer de manière un peu plus indirecte, mais avec notre écosystème, avec les startups, avec nos différents partenaires, etc., pour montrer que c'était un sujet important et que c'est un sujet qu'il fallait s'approprier, sur lequel il fallait travailler, etc., quoi. Donc voilà, il y avait quand on a commencé à communiquer en fait sur notre engagement carbone, il y avait donc ces deux objectifs qui étaient ces 3 objectifs, pardon, c'était 1, la transparence, 2, communiquer auprès de nos clients, et 3, un peu sensibiliser l'écosystème. Et ça me fait penser qu'il y a un 4e point que j'ai complètement oublié, mais comme le disait Dimitri tout à l'heure, on l'a évidemment partagé en interne. C'est le bilan, avant toute chose, on l'a partagé en interne à l'occasion d'une grande réunion pour expliquer pourquoi on l'avait fait, quels étaient les postes d'émission, et du coup, pour expliquer ce qu'on allait faire, pour que les gens comprennent pourquoi du jour au lendemain, on allait passer sur des ordinateurs d'occasion. Je suis désolé s'il y a des bruits, il y a ma voisine qui fait des travaux, donc il peut y avoir un petit bruit de perceuse qui sort à un moment. Voilà. Du coup, comment on a communiqué ça précisément, en fait, on a utilisé tout bêtement l'outil qu'on utilise habituellement pour nos communications. Donc, on n'a pas cherché à réinventer la roue. Et donc, nous, notre outil, c'est notre blog. On communique beaucoup sur notre blog. Et du coup, tout simplement, on a écrit un article dans lequel on a essayé d'être le plus pédagogique possible. C'est-à-dire que notre objectif, c'était pas de dire « Salut, on a émis 100 tonnes, c'est super, allez, à la prochaine fois ». Notre objectif, c'était vraiment de dire voilà pourquoi on a fait ce travail-là, voilà le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ce résultat? Parce que je sais pas vous, mais la plupart des gens auxquels on dit voilà, on a émis 100 tonnes n'ont pas la moindre idée de ce que ça représente, 100 tonnes de CO2.
Pour info, un Français moyen, c'est 10 tonnes de CO2 par an, à peu près. Pour tenir les engagements, il faudrait qu'on passe à 2 tonnes. Ouais, pardon, ouais, tout à fait, très bon point. Aujourd'hui, on a environ 10 tonnes. Si on veut rester dans un monde à plus 1,5 degré, en 2050, on devrait être à 2 tonnes. Voilà, donc il y avait un vrai sujet de pédagogie, d'éducation sur qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone, qu'est-ce que c'est que 100 tonnes, et évidemment le partage des postes d'émission. Alors qu'on a un peu simplifié, parce que sinon il y avait un camembert qui était avec plein de petits trucs, donc on a regroupé par catégorie, mais qui permet de voir les principaux postes d'émission. Et qui permet de voir en fait où on va agir, quoi. Et du coup qui donne aussi de la crédibilité à la démarche, parce que si on revient l'année prochaine et que en fait rien n'a changé, qu'il y a des postes qui ont grossi, disparu, etc., les gens vont se poser des questions, quoi. Voilà. Et donc pour la petite histoire, nos principaux postes, notre principal poste, en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était notre partenaire principal qui s'appelle Trésor, qui est en fait, pour faire très simple, l'architecture bancaire sur laquelle on repose. Et je reviendrai dessus tout à l'heure parce que c'est un point assez intéressant. Donc ouais, sur cet article, en fait, on a essayé d'être le plus factuel possible, et avec un objectif aussi qui était de dire, en fait, regardez, c'est faisable. Nous, on est une petite start-up. On avait, encore une fois, à l'époque, on avait 2 ans. On avait levé 10 millions d'euros. Dans mes souvenirs, d'ailleurs, il faudrait que je lise, mais je crois que sur l'article, on donne le prix de ce qu'on avait payé pour faire ce bilan. Et il me semble que c'était 8 ou 9 000 euros. Donc voilà, l'idée, c'est de dire aussi aux start-up, n'hésitez pas à faire pareil. Si vous avez levé quelques millions d'euros, a priori, vous devez avoir quelques milliers d'euros qui traînent pour faire ça. Et l'idée, c'était aussi de dire, c'est vraiment pas si compliqué. Alors, comme disait Dimitri, c'est quand même 1 mois de travail, ça prend un peu du temps. C'est pas un truc qu'on fait en 3 clics sur un site web, mais c'est pas si compliqué, surtout quand c'est externalisé. Et l'idée, c'est de dire au final, n'attendez pas que ça devienne un sujet légal quand vous serez une grosse boîte. Essayez d'en faire un sujet d'engagement dès maintenant, parce que déjà, c'est la bonne chose à faire, et 2, parce que plus vous mesurez tôt vos émissions, plus vous partirez dans la bonne direction dès le début. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est en fait, si pendant 10 ans, vous prenez l'avion régulièrement pour aller à des conférences à droite ou à gauche dans le monde, pour emmener vos collaborateurs, enfin vos équipes en séminaire à Marrakech, à Lisbonne, etc., et qu'au bout de 10 ans, vous dites « allez, terminez, bonsoir, maintenant plus d'avion », ça risque de... Déjà, vous aurez émis beaucoup de tonnes de CO2 pendant 10 ans. Et ensuite, ça risque de grincer des dents un peu dans les équipes. Si dès le début, vous dites « voilà, en fait, on se rend compte que là, ça ne va pas sur l'avion, maintenant, on va changer », en fait, vous aurez économisé des tonnes de CO2, ce qui est absolument vital à faire aujourd'hui, et il y aura pas de, le changement est plus facile à adopter puisque il y aura pas vraiment de changement, quoi. Voilà, et j'ai perdu le fil de ma pensée. Pardon. Et donc voilà, ouais, donc on a communiqué sur le blog, évidemment sur nos réseaux sociaux, etc. Avec cette idée de transparence, presque pas de naïveté, mais un peu de naïveté, en tout cas d'honnêteté, quoi. On n'a pas communiqué, on n'a pas cherché à dire c'est super, on a émis 100 tonnes ou voilà, on est les meilleurs. Évidemment, alors surtout pas parler de neutralité carbone, mais voilà, on a juste essayé d'être factuel et de montrer un peu aux gens ce que ça. Ouais, voilà le travail qu'on est en train de faire, quoi. Et comment ont réagi vos clients, Antoine? Est-ce qu'il y a eu une réaction de leur part? Honnêtement, très peu. Très peu. Nos clients ont très peu réagi parce qu'en fait, nos clients sont dans la moyenne des Français. C'est-à-dire que nos clients ne sont pas spécialement engagés et pas spécialement en climato-sceptiques non plus. Mais donc voilà, donc il y a eu assez peu de réactions de nos clients. En revanche, au premier, avec le temps, maintenant qu'on a communiqué beaucoup plus sur ces sujets-là, il commence à y avoir de plus en plus de gens engagés qui nous rejoignent pour ça, parce qu'ils aiment bien justement cette démarche de transparence.
Dès le premier bilan, en revanche, j'ai eu beaucoup de startups qui m'ont appelé justement pour comprendre un peu la démarche et pour voir comment eux pouvaient faire pour faire quelque chose de similaire, quoi. Donc, je pense que nos premiers bilans, en termes de communication, l'impact a été plus sur notre écosystème, on va dire, que sur nos clients directement. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, je fais une petite aparté, mais donc, au final, nous, notre bilan, c'est une centaine de tonnes. Bon, cette année, ça devrait être un peu plus. Mais c'est relativement faible en réalité. Donc, même si on arrivait à réduire drastiquement notre bilan, à le diviser par 2, par exemple, on n'économiserait que quelques tonnes. Si on arrive en communiquant, on arrive à mobiliser d'autres entreprises, d'autres clients, enfin des clients, pardon, nos clients étant des entreprises. Donc voilà, si on arrive à mobiliser d'autres entreprises qui, elles, vont faire la même démarche, en fait, on arrive à créer un mouvement qui, du coup, va avoir un impact beaucoup plus fort que juste la réduction de notre empreinte à nous, qu'il faut faire par ailleurs, qui est absolument importante. Mais voilà, l'idée de la communication, c'était aussi de dire, de créer un peu ce mouvement et d'embarquer d'autres entreprises dans la même direction, quoi. Et ce qui m'amène du coup mon point suivant, c'est la création du Climate Act que vous voyez à gauche là, sur le slide. Dans la lignée de ça, en fait, on a voulu communiquer plus largement sur le besoin de faire un bilan carbone pour les entreprises, justement en disant attention, c'est quand même, le mieux, c'est de faire un bilan le plus tôt possible. Le mieux, c'est de ne pas attendre que ça devienne un sujet légal. Et donc voilà, on a essayé on avait en tête de sensibiliser à ce sujet, un peu de dédramatiser ce sujet. Et on a voulu du coup écrire une petite tribune en disant voilà, nous on s'engage à faire notre bilan tous les ans, à le publier, à faire notre bilan, à le publier et évidemment à réduire nos émissions. Donc on voulait publier cette tribune avec 2-3 startups finalement ce qui est assez chouette, c'est que le mouvement a pris très largement et aujourd'hui on est 300. Au moment du lancement, on était 100. Aujourd'hui, on est 300 entreprises qui se sont engagées à faire ce bilan carbone et, hyper important, à publier leurs résultats. Ce qui, du coup, va permettre un vrai travail pédagogique auprès de tous les clients, de toutes ces boîtes, de tous les partenaires de toutes ces boîtes pour sensibiliser à la question. Et pour terminer, je voudrais faire un point sur la petite histoire que je racontais tout à l'heure sur Trésor, qui est notre partenaire qui gère notre architecture bancaire. Une difficulté qu'on a rencontrée dans ce bilan qui peut surprendre beaucoup d'entreprises qui le font. Du coup, là, dans le cadre du Climate Act, moi, je commence à avoir les retours de pas mal de bilans carbone. Et j'ai pas mal d'entreprises qui me disent je suis super surpris parce qu'en fait, je me rends compte qu'une grosse partie de notre bilan, je ne peux pas jouer dessus. Je ne peux pas agir dessus parce qu'en fait, c'est notre partenaire X ou Y qui représente une grosse partie de nos émissions. Et en fait, je n'ai pas la main dessus, quoi. Déjà, c'est une estimation. Et donc, ça va être un cabinet d'avocats, ça va être la pub en ligne, ça va être, dans notre cas, c'est Trésor. Donc, en fait, la première chose qu'on a découverte en faisant ce bilan, c'est qu'en fait, la moitié de nos émissions sur ce premier bilan, c'était les émissions liées aux achats qu'on faisait auprès de Trésor. Donc, c'est les fameux Scope 3 dont on parlait tout à l'heure, Dimitri. C'est-à-dire qu'en gros, Trésor nous fournit l'architecture bancaire, il nous facture, on les paye. Et dans le cadre du bilan carbone, on convertit ces euros en CO2 émis. Et en fait, du coup, ça, évidemment, comme c'est le cœur de notre activité, ça représentait la moitié de nos émissions. Donc là, grosse surprise, puisqu'on se dit, en fait, il y a la moitié de nos émissions sur lesquelles on ne peut pas jouer, on ne peut rien faire, puisqu'on ne va pas arrêter d'utiliser Trésor. Il faut qu'on utilise Trésor ou n'importe lequel, d'ailleurs, ce serait la même chose. Donc, on était un peu embêtés. Et si vous ne l'avez pas encore fait, votre bilan, si vous allez le faire, je pense que vous rencontrerez, peut-être dans d'autres proportions, mais vous rencontrerez probablement des sujets similaires. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a choisi de faire à ce moment-là, c'est de demander à Trésor, en fait, de faire leur bilan carbone pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça nous permettait de nous attribuer, en fait, une partie de leur bilan. Donc, eux disaient, voilà, on a émis, je ne me souviens plus du chiffre, on a émis 1000 tonnes de CO2. Vous représentez X% de notre chiffre d'affaires. Et ben voilà, donc nous, on s'est
s'est approprié X% je sais pas, disons 10% de chiffre d'affaires, ça fait 100 tonnes de CO2, donc ça a approprié 100 tonnes de CO2 liées à Trésor, ce qui permettait d'avoir un calcul un peu plus précis déjà. Et ce qui a permis, pour revenir sur la communication, ce qui a permis du coup de sensibiliser Trésor à ce sujet-là. Donc maintenant, ils vont aussi faire un bilan annuel pour nous permettre, pour mesurer leurs émissions et qui du coup va nous permettre d'avoir un calcul beaucoup plus précis. Donc, donc c'est tout ça pour dire que dans la communication, je pense que c'est hyper important d'être assez transparent sur ce qui a été bien fait et moins bien fait. Alors pas parce que le travail a été mal fait, je veux dire, mais parce qu'il y a, encore une fois, le bilan carbone, comme disait vraiment toute première slide de Dimitri, c'est pas forcément hyper précis tout le temps, c'est un sujet qui est hyper mouvant. On se pose beaucoup de questions. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui se posent beaucoup de questions sur comment on calcule l'empreinte carbone du numérique. C'est un immense sujet et il n'y a pas deux boîtes qui le mesurent de la même manière. En revanche, ce qui est hyper intéressant, c'est justement quand on arrive en disant, voilà, nous on a mesuré comme ça, c'est peut-être pas parfait, mais voilà comment on va l'améliorer. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est quand la communication autour des bilans carbone permet de faire évoluer les mentalités en fait sur le sujet et permet de sensibiliser un maximum l'opinion, les gens, les clients, les parties prenantes sur ces sujets-là. Et du coup, faire améliorer les calculs et surtout permet à tout le monde de se dire qu'il faut quand même un peu réduire nos émissions. Je dis un peu, c'est divisé par deux.